C'est autour de 9h30 que l'imam de la mosquée centrale d'Akpakpa à Cotonou lance la prière qui marque la célébration de l'Aïd el-Kébir sur cette place Idi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après l'exécution des 2 rakas, l'imam dans son serment invite les fidèles musulmans à la sérénité et à fêter de façon licite. S'ensuit l'immolation de ce bélier. Un acte plein de sens. Ça vient de notre prophète Ibrahim, c'est un science fort entre lui et Allah. C'est le Dieu qui a dit d'immoler son fils Ismaël pour sacrifier Allah. Lorsqu'il veut sacrifier ça, les anges vont dire que Allah, il ne faut pas faire souffrir cet homme. Il faut le remplacer, par un mouton. C'est ça, c'est ce jeu-là qu'on a commencé par faire tabaski. On partage en 3 parties. Un part pour la maison, partie pour les amis, comme on voulait les journalistes comme ça là, et une troisième partie pour les gens du quartier. Il faut que les enfants soient fiers de leur papa. Il faut que les enfants respectent les ordres de leur papa et que les mamans aussi respectent l'ordre de leur mari. Papa aussi encore respecter l'ordre de Allah pour que la vie soit meilleure pour nous tous. L'Aïd el-Kébir, instant de prière et de réjouissance avec ses proches. Pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos morts, qu'il nous donne Al-Jannah Firdaus. Fatiha pour tout le monde. Merci. الله بصحة والهنا لجميع المسلمين اللي كاينين والهنا البال إن شاء الله يا ربي والحمد لله يا رب العالمين يا ربي الحمد لله شكرا. Merci. Que la fête soit bonne pour nous tous. آمين يا رب. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. L'immolation des bêtes peut donc se poursuivre dans les maisons. Le partage avec pauvres et nécessiteux est vivement recommandé. C'est la fête de la Tabaski. Nous sommes dans la ville de Cotonou. L'Aïd el-Kébir, plus qu'un simple événement religieux, est une occasion de grande réjouissance en famille et avec ses proches. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Le constat est tangible ici, dans la ville de Cotonou. On a grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de voir ce beau jour, parce que ce n'est pas tout le monde qui a pu voir le jour là. Donc aujourd'hui c'est un grand jour que tout le monde doit célébrer ce jour-là. Si on voit ça normalement, ce n'est pas les musulmans seuls qui peuvent le faire. Les musulmans, les chrétiens, tout le monde. Parce que c'est notre prophète Abraham, entre lui et son fils Isaac, que le jour s'est arrivé. La fête là, on l'a célébrée dans la joie et la paix. Et
on a beaucoup prié, particulièrement pour la nation et la communauté musulmane du Bénin. Et immoler la bête là, ça rend Allah heureux quoi, ça le rend heureux. Il voit que ces fidèles, ces créatures, des hommes, ils ont immolé, donc les bénédictions jaillissent sur ceux-là. Oui. Ouais. Selon la prescription du Coran, les fidèles musulmans fêtent pendant 3 jours l'Eid el-Kébir, pendant que certains immolent les bêtes le premier jour de la Tabaski, d'autres préfèrent le faire le lendemain. Bon, moi d'habitude tous les ans, c'est le lendemain que moi je fais la fête avec mon population. J'invite les femmes, les jeunes, les sages et les conseillers du quartier et quelques amis de notre circonscription de venir fêter avec moi. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose à la maison pour les amis qui ne savent pas que je ne veux pas tuer leur mouton aujourd'hui. Quand ils viennent, on mange ensemble, on boit. Et demain, ils peuvent venir communier ensemble avec moi. Au cas où quelqu'un n'a pas les moyens pour pouvoir égorger aujourd'hui, s'il trouve les moyens demain, ils peuvent égorger. Même jusqu'au vendredi, nous avons 3 jours. Donc après demain aussi, on peut le faire. Jusqu'au vendredi 30 juin, Inch'Allah. Et la fête continue dans les maisons. Avant même la première date normale d'application, on a décidé de faire un traitement végétatif. 15 jours après la levée. Ce traitement vise à endiguer, à éliminer, à nettoyer, à tuer les petits acides qui viennent d'apparaître du fait des œufs déposés l'année dernière. Personne ne peut vouloir faire mal à son peuple en choisissant un mauvais engrais. Personne, aucun cadre. Je vous dis, mettez SSP comme on a dit. Et comment il faut mettre? Il faut mettre ça avant de semer. Ce n'est pas après avoir semé. Contrairement au NPK qu'on met après avoir semé. Tout à l'heure, à travers le message que le ministre et l'ASC nous ont passé, on a compris véritablement qu'on a besoin de ça même à notre base. Les produits qu'on a mis à notre disposition, les égrenets, tous, ils ont eu souci de nous, jusqu'à ce qu'ils ont laissé même des premiers traitements gratuits à notre faveur pour que le producteur soit beaucoup plus à l'aise. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait une armée de nos besoins. Pour prendre le mal à sa racine, le Bénin a décidé d'aller combattre le terrorisme dans son sanctuaire. Le Bénin est un pays de paix, il reste un pays de paix, c'est un îlot de sécurité. Il ne faut surtout pas avoir peur du terrorisme car nous avons déjà vaincu le terrorisme. Le personnel humain, dans ces recrutements-là, je me suis assuré que ce sont des recrutements de qualité. Je suis de près toutes les étapes de ce recrutement-là. Aucun pays isolé à lui seul ne peut contrer le danger du terrorisme et y faire face efficacement à lui seul. L'approche régionale est toujours de mise. Prendre le mal à sa racine, le Bénin a décidé d'aller combattre le terrorisme dans son sanctuaire. Ce qui veut dire qu'au-delà de la position défensive que nous occupons par l'opération Mirador et quelques positions offensives sur les quelques tentatives d'installation sur notre territoire, le Bénin a décidé d'aller contrer à plus de 50 km au-dessus des frontières béninoises. À ce titre, le nombre de personnels déjà engagés dans le Mirador et tout ce que nous avons à faire dans d'autres secteurs ne nous permettent pas de faire cette opération sans un afflux massif de nouvelles recrues bien engagées, bien formées, bien aguerries. Nous faisons des recrutements à titre normal et nous faisons des recrutements sur titre.
Pourquoi des recrutements sur titre? Pour deux raisons majeures. La première, c'est que nous avons compris, et cela fait partie de l'expérience que certains pays ayant fait face au terrorisme ont eu, nous avons compris qu'il fallait des gens de la zone, parlant cette langue, connaissant le milieu. Parce que quand vous êtes en patrouille et que vous parlez votre langue, vous parlez la langue du milieu, vous êtes très vite considéré comme un enfant du milieu, comme un frère, à qui on peut passer le renseignement, à qui on peut s'ouvrir. Donc il fallait des gens, des riverains, des zones où nous sommes attaqués pour aller. La deuxième chose, c'est qu'il faut la connaissance du milieu. Le recrutement, c'est quand même enrôlé dans l'armée et donc greffé sur le budget national des citoyens de notre pays. Même si c'est une carrière militaire, ils vont faire. Donc, en cela, c'est contribuer à trouver du travail aux citoyens dans le monde avec ces problèmes actuels où les jeunes diplômés ne trouvent pas facilement à s'insérer. C'est aussi un moyen d'empêcher ceux-là qui, en perte de vitesse, cherchent à recruter des gens à leur profit. Je vais parler des organisations terroristes. Donc, mieux vaut que, d'un point de vue national, d'organisation nationale, on ait des jeunes sous la main, on les contrôle, on leur trouve du travail, plutôt que de les laisser dans l'incertitude aller du côté des gens qui n'ont rien du tout à leur ventre. À Lagos, ils étaient nombreux ce jeudi, comme ces fidèles pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Il s'agit de la plus grande fête du calendrier musulman et pour l'occasion, les fidèles doivent sacrifier un animal, généralement un mouton. Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, les musulmans représentent près de la moitié de la population, soit plus de 100 millions de personnes. C'est un jour particulier car il s'agit de l'Aïd el-Kébir que nous célébrons par des sacrifices. Vous pouvez abattre un bélier, une vache ou tout autre animal que vous pouvez vous offrir. À l'occasion de ces célébrations, le nouveau président Bola Tinubu s'est adressé aux journalistes. Il a exhorté ses compatriotes à prier pour la paix et l'unité dans ce pays où cohabitent autant de musulmans que de chrétiens. Cette fête est très importante car elle nous permet de nous souvenir de notre saint prophète Mohammed. Et de savoir que nous servons notre Créateur. Les célébrations de l'Aïd se terminent le 29 juin. Dans la ville de Port-Soudan, comme ici dans ce quartier, de nombreux Soudanais se sont rassemblés ce jeudi pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Il s'agit de la plus grande fête du calendrier musulman et pour l'occasion, les fidèles doivent sacrifier un animal, généralement un mouton. Mais dans le pays qui connaît un conflit depuis le 15 avril, l'heure n'est pas à la célébration. Dans la capitale, les combats continuent entre les paramilitaires qui menacent de prendre la ville et l'armée qui appelle désormais tous les jeunes du pays à s'engager sous les drapeaux. Les combats entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo se concentrent désormais autour des bases militaires. Et à l'occasion de l'Aïd, les deux généraux en guerre ont délivré un message à la nation. Le général Burhan pour appeler à la télévision d'État tous ceux qui peuvent défendre le pays à ne pas hésiter à le faire. Et le général Daglo pour répondre dans un enregistrement vocal mis en ligne aux accusations de crimes contre l'humanité de l'ONU. En tout, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées au Soudan depuis le 15 avril et 600 000 autres ont fui le pays, principalement vers l'Égypte et le Tchad. Au lendemain de la réélection de Julius Maada Bio pour un second mandat à la tête de la Sierra Leone, le calme règne à Freetown, la capitale. Si le résolu a prêté serment dans la foulée de l'annonce de sa victoire, son principal adversaire, Samura Kamara, conteste les résultats annoncés par la commission électorale. Mercredi, ses partisans n'ont pas fait l'économie de leur déception.
Nous nous attendions à ce que les résultats soient crédibles, mais cela n'a pas été le cas. Comme vous pouvez le voir, rien ne marche. Il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné pour nous, le peuple sierra-léonais, en particulier pour nous les chauffeurs. Rien ne marche. Les résultats ne comblent donc pas nos attentes. Une tristesse des opposants qui contraste avec la joie des partisans du vainqueur. Il serait juste du calme observé dans le pays après le verdict des urnes. Nous ne notons aucune violence dans notre communauté. Tout est calme, comme vous pouvez le constater. Tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Chacun va à ses occupations. Tout va bien. Julius Maada Bio, le président sortant, a été réélu avec un peu plus de 56% des voix contre 41,16% des suffrages pour Samora Camara. La Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec le groupe Wagner ou pas. C'est ce qu'a annoncé la présidence à Bangui, qui précise que l'affaire entre Yevgeny Prigojine et Vladimir Poutine est un dossier interne à la Russie et ne concerne pas la Centrafrique. Fidel Guandjika, ministre conseiller du président Faustin Archange-Touadéra, a pour l'occasion rappelé que son pays a signé en 2018 un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner. Cette annonce intervient peu après que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que le groupe de mercenaires allait continuer à opérer au Mali et en Centrafrique. Des centaines de mercenaires de Wagner avaient débarqué dans le pays en 2018, officiellement selon Moscou pour entraîner les soldats centrafricains. À cette époque, Bangui reprochait à Paris de soutenir un embargo sur les armes qui l'empêchait d'armer ses militaires pour combattre les groupes armés. Fin 2020, Faustin Archange-Touadéra, menacé par une offensive rebelle, avait appelé Moscou à la rescousse et des centaines d'autres mercenaires russes avaient débarqué et permis rapidement de repousser les groupes armés. Plus de 3000 athlètes et artistes sont attendus à Kinshasa dans un mois pour la 9e édition des Jeux de la francophonie. Cette compétition combinant épreuves sportives et culturelles a été reportée à 2 reprises pour des raisons sanitaires et d'infrastructure. Elle devrait finalement pouvoir débuter le 28 juillet prochain, a confirmé mercredi le directeur du comité national des Jeux. Je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à mesure d'organiser les Jeux le 28 juillet et toutes ces infrastructures seront prêtes pour cette activité-là. Initialement, pour tous ces travaux, c'était 149 millions de dollars, mais pour la construction de toutes les infrastructures qui vont rester pour notre pays. L'heure n'est plus aux spéculations. Une chose aujourd'hui est certaine, les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa. La course contre la montre est lancée à Kinshasa pour finaliser les infrastructures, mais les doutes persistent concernant l'organisation, notamment la sécurité de cet événement international. Mardi, le Québec annonçait qu'il n'enverrait pas d'athlètes ni d'artistes en RDC pour des raisons de sécurité et de santé. Tous les États ont reconfirmé leur participation au 9e Jeu de la francophonie. Nous avons lu que le Québec ne va pas envoyer les athlètes, par contre, il va envoyer une délégation diplomatique. C'est leur choix. Mais je note également que le Nouveau-Brunswick, qui fait partie du Canada, a confirmé qu'il va envoyer ses athlètes ici à Kinshasa. Selon le comité en charge des Jeux, un contrat a été signé avec une entreprise afin de garantir la sécurité à l'intérieur des aires de jeu. « 8 heures par jour à visionner des horreurs pour le compte de Facebook. Ce quotidien était celui de Nathan Nguzimana il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il fait partie des quelques 200 anciens employés qui poursuivent Facebook et le sous-traitant Sama au sujet des conditions de travail difficiles au Kenya. Voir un enfant être abusé sexuellement m'a vraiment touché. Voir une mère être abattue comme une chèvre, ça je ne pourrai jamais l'effacer de ma mémoire. Certains d'entre nous viennent de pays qui ont connu des génocides, vous savez, et toutes sortes d'autres choses.
Nkuzimana était employé au centre de modération de contenu du géant des médias sociaux à Nairobi, où les travailleurs filtrent toutes sortes de publications en supprimant notamment celles qui enfreignent les conditions d'utilisation. Facebook a mis en place des politiques standards qui donnent une direction au modérateur pour qu'il sache si oui ou non tel ou tel contenu peut rester sur la plateforme. Alors si vous vous sentez à l'aise en naviguant sur Facebook, c'est parce qu'il y a quelqu'un comme moi qui a été là avant vous, sur cet écran, qui a regardé. Est-ce que cette publication a sa place ici ? Sinon, alors je dois l'enlever, car personne ne doit la voir. L'action en justice entamée par les anciens modérateurs de contenu est la première connue en dehors des États-Unis. Pour les plaignants, le nécessaire n'a pas été fait pour assurer un soutien post-traumatique aux employés. Les lois relatives aux droits du travail au Kenya sont encore très anciennes. Actuellement, il n'y a pas de moyen de garantir que les personnes qui travaillent dans la sphère numérique sont protégées ou se protègent contre ce type de traumatisme. Nkuzimana et ses anciens collègues cherchent à obtenir un fonds d'indemnisation d'1,6 milliard de dollars. Leur sort est entre les mains de la justice kenyane. La prochaine audience aura lieu le 10 juillet.